Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Guisen TV pour cette nouvelle émission. C'est l'entretien de ce dimanche. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Amar, journaliste à nos côtés. Bonjour. Bonjour. Alors c'est pour parler essentiellement de la situation sécuritaire en Judée-Samarie. Ces dernières semaines, les incidents sécuritaires se sont multipliés, les manifestations aussi. Tout est sous contrôle, affirment les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes. Et pourtant, dans les médias israéliens, on sent une inquiétude grandissante, d'autant qu'il faut le dire, le conflit israélo-palestinien n'était pas en tête d'affiche au cours des dernières élections et que la formation qui est en train de se former, nettement orientée à droite, ne fait pas non plus du conflit israélo-palestinien et de sa résolution aujourd'hui quasi impossible une priorité. Stéphane Amar, bonjour. Bonjour. Alors des incidents sécuritaires qui se multiplient, un sentiment de confiance qui s'érode aussi peut-être chez les Israéliens. Le conflit israélo-palestinien n'est plus à la mode, on peut dire. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a un sentiment objectif chez les Israéliens, c'est qu'il n'y a plus de violence du côté des Palestiniens. L'année qui s'est écoulée n'a pas été marquée par d'attentats majeurs, hormis celui du bus de Tel Aviv, en plein milieu de la guerre avec Gaza. Mais du côté de la Cisjordanie, c'est quasiment le calme plat. Les échanges ont repris, beaucoup de barrages ont été levés, si bien que des milliers de Palestiniens viennent chaque jour travailler en Israël, ce qui crée aussi un sentiment de normalité. Et donc, effectivement, autant les Israéliens ne subissent plus dans leur quotidien la violence, comme ce fut le cas il y a une dizaine d'années, autant ils subissent tous les jours la vie chère, la hausse des loyers, les inégalités sociales, et c'est ce qu'ils ont voulu manifester, je pense, lors de ces élections. Le problème, c'est que la réalité qu'on ressent à Tel Aviv n'est pas celle qu'on ressent peut-être en Judée-Samarie. On va le voir tout de suite apparaître sur cette carte. Les incidents sécuritaires en Judée-Samarie se multiplient. Alors tout autour de Jérusalem, ces 4-5 dernières semaines, c'était quasi incessant, des manifestations, des jets de pierre, de cocktails Molotov contre les forces de sécurité israéliennes, contre des voitures civiles également. Est-ce que c'est le signe d'un nouveau ras-le-bol? Est-ce que c'est le signe du début d'une troisième intifada, comme certains n'hésitent pas à le décrire? Alors je ne suis pas prophète, je peux bien sûr me tromper, mais je répondrai un non catégorique à votre question. Pourquoi? D'abord parce que les événements dont vous parlez n'ont rien de spontané. C'est des événements organisés, ce n'est pas un soulèvement populaire, mais des incidents organisés par des associations, des organisations dont la raison d'être est de lutter contre les Israéliens, contre les forces armées israéliennes. Ils reçoivent des subsides pour ça, des pays arabes ou même souvent des pays européens. Et donc, ils vont au contact des forces de sécurité palestiniennes, mais ce n'est absolument pas comparable avec ce qui s'est passé en 87 lors de la première intifada, où à Gaza, il y a vraiment eu un soulèvement populaire, où chaque adolescent descendait dans la rue pour jeter des pierres, voire des cocktails Molotov contre les forces de sécurité israéliennes. Et ce n'a même pas de rapport avec ce qui s'est passé en 2000, où là, c'était une intifada beaucoup moins populaire, mais au moins organisée par le mouvement national palestinien, en l'occurrence par l'OLP, qui avait armé des gens pour aller affronter les forces de sécurité israéliennes. Donc finalement, des incidents sécuritaires qui sont organisés par des organisations terroristes palestiniennes pour attirer les caméras? Organisations terroristes, je ne sais pas. Souvent, par exemple, ces associations qui agissent sous couvert de lutte contre l'occupation israélienne, contre les colonies, des associations de boycott ou bien des associations de libération du peuple palestinien. Je ne sais pas si on peut parler vraiment d'associations ou d'organisations terroristes, puisque là, je ne pense pas, par exemple, que le Hamas ou le djihad islamique soient impliqués dans ces incidents, mais ce n'est en tout cas pas un mouvement populaire, ça c'est certain. Bon alors en tout cas, des mouvements qui n'en sont pas moins violents. Il n'y aurait donc pas de ras-le-bol au niveau de la population palestinienne de cette impasse des négociations diplomatiques avec Israël? Moi, je suis extrêmement souvent dans les territoires palestiniens, c'est pas du tout ce que je ressens. Effectivement, je ne sens pas de ras-le-bol, je sens en revanche une vraie résignation. Je pense que les Palestiniens ont abandonné l'espoir qu'ils puissent avoir un jour un État sur cette fameuse ligne de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale. Pourquoi? Eh bien simplement parce que la colonisation ne cesse de s'étendre et mine toute chance de créer un État palestinien sur cette frontière. Il y a donc une désillusion, en tout cas une renonciation à cet objectif. La plupart des Palestiniens, comme tous les peuples du monde, vivent leur vie en attendant. Travaillent, étudient, etc. Et puis un certain nombre cherchent d'autres solutions. D'autres solutions comme par exemple un État binational. Donc j'ai consacré un reportage à Arte, dans Arte Reportage récemment sur ce sujet. Il y a de plus en plus de gens des deux côtés, d'ailleurs du côté israélien et du côté palestinien, qui ont compris qu'il était désormais impossible physiquement, matériellement, de tracer une frontière entre les deux peuples et qu'il va falloir donc apprendre à vivre ensemble et trouver un mode de fonctionnement institutionnel. Sauf que là aussi, il y aura un véritable bras de fer qui se profile, mais cette fois-ci avec une base démographique.
Alors effectivement, il y a la démographie qui joue. Si on prend cet espace donc entre la Méditerranée et le Jourdain, il y a actuellement environ 60% de juifs, 40% d'arabes ou de palestiniens. Les juifs craignent que la natalité des arabes soit plus dynamique, la démographie plus dynamique, et donc qu'ils se retrouvent minoritaires dans ce grand espace. Alors il y a deux attitudes face à cela du côté israélien. Il y a celle de Naftali Bennett qui dit oui c'est vrai on sera les moins nombreux mais créons finalement une espèce entre guillemets avec des grands guillemets d'état d'apartheid, c'est-à-dire nous annexons nos colonies et puis donnons un simple régime d'autonomie aux Palestiniens. Et puis il y a ceux qui disent comme Reuven Rivlin par exemple le président de la Knesset que non les juifs seront toujours les plus nombreux puisqu'il y a ce réservoir de l'immigration juive, l'Alia, et puis il y a une natalité de plus en plus dynamique du côté juif. Donc on peut absolument créer un État démocratique et juifs sur tout cet espace de la Méditerranée au Jourdain. Les juifs resteront les plus nombreux, les arabes vivront comme une minorité, comme actuellement les arabes israéliens qui représentent 20% de la population. Alors en tout cas officiellement le message de Binyamin Netanyahou c'est toujours 2 États pour 2 peuples, sauf que d'un autre côté il affirme refuser tout nouveau désengagement de localités israéliennes, autrement dire un grand mensonge, une grande illusion que veut maintenir le Premier ministre israélien. Il y a un vrai double langage en fait du côté de Binyamin Netanyahou qui a été dénoncé implicitement par Naftali Bennett, parce que Bennett en fait dit tout haut ce que Netanyahou pense tout bas. C'est sans doute pour ça que Netanyahou est autant irrité contre Naftali Bennett, puisqu'effectivement, d'un côté, devant les grandes instances internationales, à Bar-Ilan, il professe sa volonté de créer un État palestinien, mais il ne fait rien pour, on le voit très bien, puisqu'il continue de soutenir l'expansion des implantations juives, que ce soit dans la région de Jérusalem ou dans toute la Cisjordanie. Donc il y a effectivement, du côté de Binyamin Netanyahou, aussi cette volonté de n'accorder aux Palestiniens qu'une autonomie. C'est d'ailleurs ce qu'il dit quand il dit « je suis prêt à vous donner un État, mais sans frontières réelles, sans contrôle des airs, sans contrôle du champ électromagnétique, sans armée, ça revient finalement à une autonomie la même que celle que Bennett préconise. Reste que c'est une formule qui au long terme ne risque pas d'être viable. Non, puis ça crée surtout un certain malaise dans la communauté internationale parce qu'on voit bien qu'il y a un double discours, il y a un double langage du côté israélien. On dit quelque chose, puis on fait autre chose sur le terrain. Donc là, il y a un éclaircissement qui va devoir avoir lieu dans les prochaines années. Alors on le sait bien, Binyamin Netanyahou va devoir former une coalition dans les semaines à venir avec bien sûr plusieurs partis centristes. Est-ce que finalement Yair Lapid ou Tzipi Livni, puisque c'est dans leur projet cette résolution d'un conflit israélo-palestinien et pas selon la formulation de Binyamin Netanyahou, est-ce que ces partis du centre peuvent changer la donne? Je distinguerai quand même la position de Livni et celle de Lapid, parce que bon, autant Livni s'est beaucoup engagé effectivement pour cette fameuse solution à 2 États, c'était son principal argument de campagne, un Esder Medini comme on dit en hébreu, un accord entre 2 États, même si elle n'a pas réussi à le faire quand elle était aux affaires, quand elle était mise aux affaires étrangères. Autant Lapid, lui, fait un petit peu comme Netanyahou, il dit oui, je veux 2 États, mais je ne suis pas prêt à renoncer à la Jérusalem unifiée. Et on sait très bien que ne pas partager Jérusalem, ça équivaut à refuser finalement aux Palestiniens leur État, puisque aucun leader palestinien ne pourra signer un accord sans Jérusalem comme capitale. Alors on le disait tout à l'heure, partager Jérusalem, partager le pays, finalement encore faut-il pouvoir le faire. La réalité sur le terrain, c'est 400 à 500 000 habitants en Judée-Samarie. Gouvernement de droite ou gouvernement de gauche, la réalité finalement ne permet donc plus une telle partition. Oui, parce que ça a été la volonté israélienne très claire, vous le disiez, de droite ou de gauche, ça a été de rendre impossible une partition, un retour finalement à la situation d'avant 67. Dès après 1967, les Israéliens ont commencé l'annexion de fait de Jérusalem, même si elle n'a été formalisée que 13 ans plus tard, en 1980, mais d'ores et déjà en 67, les quartiers, les grands quartiers de colonisation sont construits à l'est de Jérusalem et forment une espèce de verrou pour empêcher toute division. Et la situation, bien sûr, n'a fait que continuer. On parle ces derniers jours du secteur E1, par exemple, parce que E1, ça va boucler finalement le contournement juif de Jérusalem-Est. Et donc, il n'y aura plus aucune possibilité matérielle de créer une capitale indépendante arabe reliée au reste de la Cisjordanie. Ça, c'est pour le problème de Jérusalem, mais on peut aussi parler d'Ariel, qui est une grande implantation Cisjordanie, qui est très profondément en Cisjordanie, une vingtaine de kilomètres, elle n'est pas très loin de Naplouse. Et cette ville d'Ariel ne cesse de se développer, et le gouvernement israélien vient de reconnaître l'Institut académique d'Ariel comme une université, une des grandes universités d'Israël. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de se défaire de ces territoires. Sauf que pour Ariel, plus précisément, on peut estimer qu'au même titre que le mont Hermon, il s'agit d'un emplacement stratégique militaire qui peut ne pas gêner la formation d'un nouvel État palestinien. Mais il faut voir comment les Palestiniens se situent par rapport à cette réalité. Les Palestiniens refusent cette réalité. En tout cas, ils ne seront pas prêts à accepter un État qui serait une espèce de patchwork, une peau de léopard, comme on dit, morcelée, avec ci et là des implantations juives. Donc ça crée, ça les Israéliens
Israéliens le savent très bien au fond d'eux-mêmes, une impossibilité de créer un État palestinien. Mais jusqu'à assez récemment, finalement, c'était le but avoué, reconnu de tous les leaders israéliens jusqu'aux accords d'Oslo. Il était interdit quasiment dans le consensus politique israélien de parler d'un État palestinien. C'est une réalité qui est assez nouvelle, mais on est en train de revenir finalement à une situation d'avant les accords d'Oslo. Peut-être d'autant plus facilement qu'elle est de moins en moins réalisable. Alors du côté de la population palestinienne, on le sait, les derniers sondages d'opinion l'indiquent clairement, les Palestiniens n'ont plus confiance en leur leadership politique. Mahmoud Abbas n'a quasiment plus aucune crédibilité politique. Est-ce que c'est à cause de son incapacité à résoudre le conflit israélo-palestinien ? C'était un peu la réalité en miroir finalement, c'est-à-dire que Mahmoud Abbas dit aux Palestiniens, vous aurez votre État sur 67, Jérusalem comme capitale, on ne cédera sur rien, et finalement il voit bien que sur le terrain c'est tout le contraire qui se passe, d'où un manque de crédibilité. Cela dit, on a bien vu qu'au moment par exemple de la négociation à l'ONU où il a réussi à faire obtenir ce statut d'observateur, il a quand même joui d'une certaine aura auprès de son peuple, parce qu'il arrive à faire exister en tout cas la cause palestinienne à défaut de la réaliser. En tout cas, l'autre point sensible pour les Palestiniens, c'est également leur niveau de vie, le niveau de leur pouvoir d'achat. On a récemment parlé d'une crise économique très grave pour l'autorité palestinienne. C'est moins le cas pour la population locale. On voit un taux de croissance qui va en augmentant d'année en année, un pouvoir d'achat qui s'améliore. Les Palestiniens se sont résignés à vivre en bonne entente économique et commerciale, du moins, avec les Israéliens. Parce que les accords d'Oslo ont mis en évidence, finalement, par défaut, c'est l'interdépendance des deux économies. Les Israéliens ont besoin des Palestiniens pour développer leur économie, notamment en termes de main-d'œuvre, mais c'est plus seulement de la main-d'œuvre dans le bâtiment, c'est aussi par exemple des entreprises high-tech qui délocalisent leur centre de recherche à Ramallah parce que c'est moins cher. Et puis les Palestiniens eux, ont besoin de cette mine d'or que représente Israël, de cette croissance, de ce puits de croissance qu'est Israël pour aussi se développer. Et donc on voit bien effectivement que le niveau de vie des Palestiniens et des Israéliens monte en même temps et que mettre un mur entre ces deux entités, c'est un non-sens économique et ça crée des deux côtés de l'insécurité et de la misère. On vous répondra que les alliances économiques entre pays voisins existent et peuvent également être développées, sans compter qu'il y a très certainement une dépendance bien plus accrue du côté palestinien que du côté israélien. Les Israéliens vont du côté des territoires palestiniens parce que c'est moins cher, mais il leur reste le choix, ce qui n'existe pas côté palestinien. On peut dire aussi le contraire, c'est-à-dire que pour un Israélien, rentrer dans la ville de Ramallah, c'est se mettre en danger de mort, alors que les Palestiniens font très régulièrement leurs achats dans les grands centres commerciaux de Jérusalem ou de Tel Aviv. Donc il y a, je pense, des deux côtés à trouver un modus vivendi pour que les deux peuples puissent se côtoyer, prospérer ensemble, vivre ensemble et créer une situation de facto de paix. Ensuite, je pense que là-dessus, trouver un modèle institutionnel pour formaliser en fait cette coexistence, ce sera beaucoup plus facile que de partir du contraire, c'est-à-dire, comme on a voulu faire au moment d'Oslo, mettre des structures rigides en place qui finalement nourrissent le conflit et ne font qu'envenimer la situation. Et là, on parle sans la nommer de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas. Ça a été une solution, si vous voulez, qui a un intérêt. Il ne faut pas tout rejeter en bloc. C'est-à-dire que l'autorité palestinienne a permis aux Palestiniens d'administrer leurs propres affaires. Avant Oslo, c'est l'armée israélienne qui délivrait toutes les cartes d'identité, qui s'occupait des écoles, des routes palestiniennes, etc. C'est un non-sens. Il est tout à fait essentiel qu'il y ait une autonomie palestinienne, qu'ils aient une autonomie de gestion, qu'ils administrent leurs propres affaires. Mais il faut que tout ça s'intègre dans un ensemble régional qui soit stable et surtout où il y ait une tolérance. Parce que quand Mahmoud Abbas dit, par exemple, je ne veux pas un seul juif sur mon territoire dans l'État de Palestine, c'est également choquant du point de vue purement humaniste. Si tant est que des deux côtés le problème sécuritaire soit réglé, il faudra ensuite, pour Israël du moins, respecter l'affirmation de vouloir clamer haut et fort qu'on est une démocratie, la seule du Moyen-Orient, et donner les mêmes droits aux Palestiniens comme aux Arabes israéliens, qui seront donc inclus dans ce territoire. Voilà. Une autonomie ne suffira pas. Tout à fait. C'est pour ça que je pense que l'avenir était en effet un État binational. Le meilleur exemple qu'un État binational peut fonctionner, c'est ce dont vous parliez à l'instant, c'est les Arabes israéliens. Il y a 20% d'Arabes en Israël qui ont des droits, qui ont tous les droits civiques, qui se présentent aux élections, qui ne votent pas d'ailleurs nécessairement pour les partis arabes, ils votent aussi pour les partis israéliens, sionistes. Et il n'y a quasiment jamais d'incident, de problème de coexistence, de cohabitation entre ces deux populations. Sauf que là, on parle d'une incidence démographique croissante pour les Palestiniens. Côté israélien, on serait prêt à une égalité de droit à 100% comme pour la minorité arabe israélienne aujourd'hui ? Oui, absolument. Effectivement, il y a un problème démographique. Si jamais demain les Palestiniens étaient 55% de la population et qui décidaient que l'État d'Israël deviendrait un État islamique, où il serait par exemple obligatoire de pratiquer la charia, c'est certain que ça poserait un problème. Dans la configuration actuelle, c'est-à-dire où il y aurait, on va dire, 60-70% de juifs, 30 ou 40% d'arabes, je pense que c'est une situation qui est viable à long terme. Alors on parle souvent de la réalité du terrain qui est très différente de la vision des médias occidentaux. Finalement, la vision des politiciens israéliens et même des médias locaux
est bien souvent aussi assez éloignée de la réalité sur le terrain. Qu'est-ce qui pourrait permettre finalement de faire rapprocher ces vues et de montrer ce qui se passe réellement en Judée-Samarie? Je crois surtout qu'il y a un discours très idéologique, très théorique, et puis à côté il y a une réalité, mais les dirigeants israéliens connaissent très bien la réalité, ils s'en accommodent. Moi j'ai été témoin très souvent à la Knesset de véritables scènes de fraternisation entre des députés arabes et des députés juifs qui pourtant dans l'hémicycle s'affrontent. Je pense que de facto, on voit bien qu'en Israël et dans les territoires palestiniens aussi en large partie, juifs et arabes peuvent tout à fait vivre ensemble et ils vivent ensemble. Et il suffit donc de le proclamer, de le montrer effectivement peut-être plus, peut-être aussi le rôle de votre chaîne, de montrer cette réalité qui peut servir à bien des égards d'exemple au reste du monde. Alors justement, on va parler de l'implication des Arabes israéliens aujourd'hui dans la scène israélienne. Il y a une indifférence assez marquée de cette minorité arabe israélienne au vu des dernières élections. Ils sont pourtant représentés par la Knesset, mais même là, on sent un choix difficile à prendre. Ces partis arabes israéliens sont représentés donc par des députés au sein du Parlement israélien, mais ils refusent d'adhérer à une quelconque coalition, qu'elle soit de droite ou de gauche. Il y a bien un moment où il faudra choisir. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté dès la création de l'État d'Israël, c'est cette ambiguïté qui réside dans cette formule, un État juif et démocratique. Vous savez, les députés arabes aiment souvent dire Israël c'est un État démocratique pour les juifs et juif pour les arabes. Et quelque part c'est un peu vrai. C'est-à-dire que c'est un État démocratique, mais en même temps c'est un État dans lequel le drapeau d'Israël avec son étoile et l'emblème, on chante la Tikva, n'a aucun sens par exemple pour un arabe israélien de chanter la Tikva, c'est bien évident. C'est un chant profondément juif, de retour à Sion. Le problème c'est qu'Israël est un État juif. Voilà, alors comment peuvent-ils s'y retrouver? Alors effectivement, il faudrait peut-être aussi là-dessus éclaircir les choses et considérer finalement les Arabes comme une minorité, comme il existe dans le monde entier des minorités nationales. Il y a les Coptes par exemple en Égypte, qui eux non plus certainement ne se reconnaissent pas dans cet État égyptien qui est en train de se créer avec la charia comme constitution, etc. Et qui eux aussi réclament finalement des droits comme une autonomie, et c'est certainement vers cela qu'on s'achemine. Il faudra que les Arabes israéliens aient tous les droits et ne souffrent plus d'aucune discrimination, mais en tant qu'autonomie, et qu'ils reconnaissent de leur côté que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. Mais ça, bien sûr, évidemment, ça pose le problème des masses, du nombre, c'est-à-dire de la démographie. Tant que les Juifs seront majoritaires, cette autonomie est viable. Quand ils ne seront plus, il faudra peut-être envisager un véritable État binational, c'est-à-dire un État dénué de tout symboles nationaux. Et puis on parle aussi de la reconnaissance d'une définition un petit peu idéologique de cet État en tant qu'État juif. La population palestinienne n'y est pas prête, c'est un fait. Est-ce que finalement il va falloir attendre la maturité des prochaines générations pour pouvoir y arriver? Non, parce que je pense qu'elle ne l'acceptera jamais. Je veux dire, c'est normal, c'est des gens qui s'estiment, ils le sont, des natifs de cette terre. Ils auraient voulu que cet État soit comme les États environnants, un État musulman, c'est un État qui soit l'image de leur nation. Reste qu'il y a eu une histoire, il y a eu une implantation sioniste, il y a eu des conflits qui ont tous été gagnés par Israël. Et cette réalité, en fait, ils sont obligés de l'accepter. Ainsi va l'histoire, finalement. Les Allemands ont accepté leur défaite en 1945. Les Russes ont accepté de se retirer d'Afghanistan, etc. Il y a des faits sur le terrain que les populations, finalement, doivent prendre en compte. Et c'est ce que font la plupart des Arabes israéliens. Il y a beaucoup qui jouent le jeu, finalement, de l'intégration dans l'État d'Israël. Ceux qui le refusent posent parfois des bonnes questions, qui sont celles de la discrimination, qui sont celles de l'ambiguïté sur laquelle est fondé l'État d'Israël. Mais il est impossible d'imaginer finalement, en l'état actuel des choses, de ce rapport de force, peut-être ce rapport de force changera un jour, mais en l'état actuel de ce rapport de force, il est impossible de demander aux Juifs de renoncer à ce qu'ils ont acquis par les armes. Il n'en reste pas moins qu'il y a une certaine responsabilité du côté des vainqueurs également. On l'a vu dans tous les conflits internationaux. On peut citer la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Les vainqueurs ont une responsabilité vis-à-vis de ceux qu'ils ont vaincus. Est-ce que l'État d'Israël aujourd'hui remplit sa fonction de ce point de vue-là vis-à-vis de la population arabe israélienne ou même palestinienne? Alors arabe israélienne, oui, parce que voilà, ils ont eu des droits, notamment celui d'être représenté à la Knesset, ce qui n'est pas rien. S'il y a encore des problèmes, je le disais, de discrimination, c'est des problèmes qui sont réglés au sein de la société israélienne, et je pense qu'ils se régleront puisque la situation s'améliore. Puisqu'il y a cette discrimination d'un côté, mais il faut oublier que non plus qu'il y a une très grande intégration des Arabes israéliens dans le monde de l'économie, dans le monde de la justice. Un des présidents de la Cour suprême est un Arabe israélien. Il y a des directeurs d'hôpitaux, des directeurs de départements à l'université, etc. Donc ils ont gagné finalement quelque chose dans cette coopération avec l'État juif. Du côté des Palestiniens, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué, mais on en est au début. Finalement, bon, ça fait déjà 40 ans que dure cette occupation militaire de la Cisjordanie, mais tous ces sujets
sujets sont des sujets qui sont en voie d'être réglés, je l'espère. En tout cas, il y a des pistes de réflexion qui s'amorcent. On en a essayé une, c'était Oslo, c'est-à-dire une séparation, une entité palestinienne indépendante, etc. Et on a vu comment ça s'est terminé par un échec. Donc il faut maintenant imaginer d'autres solutions. Et je pense qu'effectivement, il faut bien sûr impliquer les Palestiniens. Je le montre dans le reportage que j'ai réalisé pour Arte. Il y a des Palestiniens qui sont, et à très haut niveau, qui sont déjà engagés dans cette réflexion avec des représentants juifs, qui essayent d'imaginer d'autres pistes pour que chacun puisse vivre dignement. Il est évident que par exemple les barrages de Cisjordanie, les astreintes à la liberté de circulation, c'est inadmissible. Et il faut que ça disparaisse. Mais pour qu'on puisse établir un espace de sécurité et de paix, il faut d'abord évidemment engager un dialogue. Le problème, c'est que de part et d'autre, le leadership politique israélien comme palestinien ne semble pas vraiment collaborer avec ces initiatives qui tentent de voir le jour au sein de l'échelon, notamment du secteur privé palestinien ou israélien. Est-ce que là, il faut voir encore un rôle à jouer pour la communauté internationale pour tenter de forcer les choses? Non, vraiment, je ne crois pas du tout au rôle de la communauté internationale. Au contraire, je pense que c'est un facteur aggravant du conflit. Je pense qu'il faut laisser absolument les Palestiniens et les Israéliens se débrouiller seuls. Et si on les avait laissés, finalement, on serait arrivé, je pense, à la paix depuis très longtemps. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, les instances internationales sont très éloignées de la réalité israélienne, proche-orientale, de ce qui se passe ici. Et au contraire, alors on est en train de monter. Il y a eu des expériences réussies de coexistence au niveau des simples citoyens. Maintenant, on est plus à des expériences à un niveau plus, disons, des collectivités locales ou régionales, où entre dignitaires juifs et musulmans, on arrive à trouver des solutions. Et je crois petit à petit, on arrivera à l'échelon national, où il y aura des deux côtés. D'ailleurs, il y a dans chaque parti des gens qui sont très au fait de ces questions et qui savent très bien que la situation n'est pas dans la séparation ethnique étanche entre les deux peuples, mais au contraire dans la coexistence au quotidien. En tout cas, au niveau international, on n'a pas l'impression que la communauté internationale ait déjà renoncé. Les États-Unis, Barack Obama en tête, ou encore l'Union européenne parlent toujours de pression, de sanctions. Est-ce que ce sont simplement des formulations politiques, ou bien alors est-ce qu'il y a une vraie volonté et un vrai espoir de parvenir à une résolution par ce biais du conflit? Non, parce que les sanctions n'apporteront rien. D'abord, ces sanctions n'auront pas lieu pour une raison très simple, c'est qu'Israël est devenu un partenaire indispensable, tant au niveau économique, technologique. Bon, ça c'est un poncif, tout le monde le sait, la technologie israélienne est partout, dans l'informatique mondiale, dans l'industrie de l'armement, etc. Donc c'est un partenaire dont on ne peut pas se passer, qui au contraire passe chaque année des accords de plus en plus étroits avec les autorités européennes et américaines. Et puis deuxièmement, c'est un partenaire stratégique, Israël, pour les États-Unis, notamment dans le conflit qui s'annonce contre l'Iran. Donc il n'y aura aucune sanction qui sera prononcée contre Israël, ça j'en suis convaincu. Et même si ces sanctions devaient être prononcées, elles ne résoudront rien. Donc finalement, une nouvelle illusion politique. Un mot également des Palestiniens, on le sait, on a parlé de résignation, d'acceptation, d'indifférence vis-à-vis de la politique israélienne et de ce statu quo actuel. Reste à savoir ce que les Palestiniens pensent des factions les plus extrémistes, telles que le Hamas, notamment dans la bande de Gaza, ou de plusieurs groupuscules terroristes qui existent toujours en Judée-Samarie. Est-ce qu'il y a là un soutien ou bien toujours de l'indifférence ? Là, je crois qu'encore, à la matière, même si ça peut choquer, il faut éviter toute vision ethnocentrée. C'est-à-dire que ce qui est un mouvement terroriste pour certains est un mouvement de libération pour d'autres. Et le Hamas, en l'occurrence, dont vous parlez, est un vrai mouvement populaire pour le coup, auquel beaucoup de Palestiniens adhèrent, pas seulement parce qu'au niveau social, il a beaucoup contribué à l'amélioration de l'éducation, des systèmes de soins, etc., mais aussi parce que finalement, c'est un mouvement qui, dans son essence, porte les aspirations du peuple palestinien. Donc un acteur politique incontournable. Du côté des Palestiniens, c'est certain. D'ailleurs, on le voit bien, c'est un mouvement qui est arrivé démocratiquement, le plus démocratiquement du monde, même aux grandes dames de l'Occident, mais enfin, c'est un fait, au pouvoir. Et deuxièmement, il continue d'être soutenu, et on l'a vu lors de la dernière guerre à Gaza, il a enregistré un vrai succès populaire. Donc je pense que le dialogue devra aussi s'engager. Et d'ailleurs, ça apparaît dans un documentaire que j'ai vu récemment, sur le fameux documentaire Gatekeeper sur les anciens chefs du Shabak qui témoignent. Ils disent qu'on devra un jour ou l'autre dialoguer avec le Hamas. C'est ça aussi, j'en suis convaincu. Parce qu'au moins, on ne peut pas reprocher au Hamas, finalement, de jouer un double jeu. Ses objectifs sont très clairs, mais je pense qu'ils devront aussi s'accommoder de la réalité. Et au moins, ce sera un partenaire crédible, légitime du peuple palestinien, avec lequel Israël devra négocier. Alors, vous avez, il n'en est pas moins, une vision optimiste de cette cohabitation qui existe déjà, et la cohabitation à venir entre Israéliens et Palestiniens. Si vous deviez tirer un exemple de cette cohabitation au quotidien, ce serait lequel aujourd'hui ? Moi, c'est très clair, c'est le Cheikh Jabari. Je le montre longuement dans mon reportage, mais Cheikh Jabari, c'est un dignitaire palestinien extrêmement
extrêmement respecté à Hébron, une très très vieille famille d'Hébron, et lui a compris cette évidence, c'est-à-dire que les Israéliens ne partiront pas. Ce n'est pas un mouvement de colonisation comme le disent certains. On ne peut pas le comparer aux Britanniques, aux Turcs ou à d'autres occupations qu'a connues la Palestine. C'est un véritable mouvement de retour, même s'il peut paraître incongru aux yeux de beaucoup. C'est un peuple qui revient habiter sur sa terre. Et donc le Cheikh Jabari, sans renoncer aucunement à sa dignité, à la dignité de son peuple, tend la main aux Israéliens au quotidien, dialogue avec eux, essaie de trouver des solutions très pragmatiques. Comment faire sauter tel barrage, comment amener de l'eau dans tel village, pour pouvoir créer une situation de facto, de coexistence pour le bien des deux populations. Et sans doute plus loin donc des priorités politiques du moment. Stéphane Amar, merci pour ces explications. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et la suite de l'information, c'est dans quelques instants sur GuiSen TV.